Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de la discipline positive, je ne sais pas si ces deux mots peuvent aller ensemble, mais on va voir, et des violences éducatives ordinaires. Donc, à ce titre, nous avons invité Monsieur Kebir Reda, qui est psychopédagogue, psychologue, politologue et enseignant en psychologie du développement à la Haute École Francisco Ferrer. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et d'ailleurs, je rajoute que vous faites une thèse actuellement. Exactement, à l'ULB, tout à fait. Et quel est votre sujet ? Alors en fait, c'est un sujet bicéphale où j'analyse les politiques d'éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je dépends de deux facultés. Je dépends de la faculté de psychologie et je dépends de la faculté des sciences politiques. Ah génial, ça je suis intéressée. Moi j'ai dit que prochain mandat, je me propose en politique pour être ministre de la jeunesse. Donc attention chers auditeurs. Donc, alors nous avons également avec nous le Dr Khalil Taoufik, qui est psychiatre infanto-juvénile, thérapeute systémicien, expert en bien-être psychologique. Dr Khalil a également bénéficié de plusieurs formations dans tout ce qui est du champ qui touche à la psychothérapie et dans le domaine du développement personnel. Il est fondateur et formateur du programme Globule. Donc merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. Voilà, vous allez nous parler aussi du programme Globule. Je sais que vous faites des ateliers avec les ados aussi maintenant, donc ça se développe assez bien. C'est dans le sujet, donc ouais, on est vraiment dans le thème et je suis très contente de vous avoir tous les deux parce que c'est vraiment pour moi deux personnes de référence, en tout cas en matière de psychologie, de clinique et en même temps de psychoéducation. C'est vraiment chouette que vous soyez là aujourd'hui. Alors je rappelle quand même que l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille, qui est notre centre qui s'occupe de santé mentale en différentes langues, chaussée de Louvain 51 à Saint-Josse, et alors que vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8 et vous pouvez également nous poser vos questions au 0488 106 800. Donc je reviens un petit peu à notre thème d'aujourd'hui. Il faut savoir que d'après les services de protection de l'enfance, chaque année, on a 4 à 16% des enfants qui seraient victimes de violences physiques et donc 1 sur 10 serait victime de négligence ou de violences psychologiques. Éduquer un enfant, c'est pas toujours facile. On en parlait en off avant de commencer l'émission. Les parents sont parfois soumis à des injonctions qui peuvent paraître contradictoires. Voilà, par exemple, on va vous dire d'être à l'écoute des émotions de son enfant, mais en même temps, il faut lui poser des limites. Donc, il faut pouvoir lui dire non, mais il faut le dire avec bienveillance. Et donc, parfois, les parents sont un peu perdus entre toutes ces informations qui leur arrivent. Et donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'il y a des mouvements qui se sont développés. Communication non violente, discipline positive, prise en compte des violences éducatives ordinaires. Et donc l'idée, c'est un petit peu de réfléchir aujourd'hui, ce soir, à ces questions-là. Alors je vais commencer avec Monsieur Kebir, juste pour nous remettre un petit peu le cadre. Qu'est-ce que la discipline positive ? Parce que c'est vrai que ça fait bizarre d'entendre discipline positive. Deux mots un peu qui semblerait a priori contradictoire. Effectivement, en fait, quand on analyse la sémantique du propos, on pourrait penser que c'est antagoniste. Mais en fait, l'idée de la discipline positive, c'est d'encourager des pratiques chez l'enfant qui vont lui permettre de développer des compétences sociales et des compétences socio-affectives qui vont l'amener vers un respect mutuel à la fois des familles dans lesquelles il se trouve, des institutions comme par exemple les institutions scolaires ou des communautés. En fait, à cet égard, on dira que la discipline positive en fait, va proposer aux parents, aux accompagnants ou aux éducateurs une approche méthodologique ou bien de s'outiller de manière à avoir une approche qui ne soit ni permissive, ni trop autoritaire, ni trop punitive, de manière à développer chez l'enfant une logique d'autodiscipline, d'autonomie, de connaissance de soi et de prise de responsabilité. Ça, c'est l'idée qui se cache derrière le propos de la discipline positive. Donc on part quand même aussi de l'enfant. Oui, tout à fait. Et de ce qu'il fait, de ses ressentis, de ses expériences, parfois positives comme négatives. Exactement, et c'est un petit peu la difficulté, c'est un paradigme qu'on retrouve dans beaucoup de sujets liés à l'éducation. C'est qu'en fait, en tant qu'adulte, et on en est le parfait exemple aujourd'hui, on a un prisme de lecture qui est celui de l'adulte. Or, on parle d'un sujet qui touche aux enfants. Et donc, en fait, l'idéal, dans un vrai monde idéal, serait de pouvoir écouter un enfant et de pouvoir lui dire, tiens, tu as la parole, dis-nous ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pouvoir envisager pour t'aider. Et puis nous, on devrait pouvoir contextualiser, formaliser ces démarches, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui n'est pas toujours facile non plus, parce que tous les enfants n'ont pas accès à la parole de la même manière. Et donc, mais c'est vrai qu'on ne leur pose pas forcément toujours la question non plus. On ne se met pas toujours à leur niveau, mais on en parlera tout au long de cette émission. Alors, je reviens vers le docteur Khalil. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer en quoi consistent les violences éducatives ordinaires ? On entend souvent parler de ce concept.
Voilà, donc là de nouveau c'est des concepts, on va dire théoriques. Peut-être c'est un mot que monsieur, madame, tout le monde a moins entendu. C'est plus des choses qu'on va lire qu'entendre. Nous, dans les consultations, dans ceux qui ont travaillé dans des cliniques SOS Enfants ou autres, voilà, on va être plus confrontés aux mots violence, maltraitance, négligence. Et je pense que justement, ça tranche avec deux sujets très très larges. Ici, de ce que j'ai compris, on va plus traiter, on va dire, des dérapages éducatifs. Et là, on est dans les violences ordinaires. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la maltraitance. On est dans des gens qui veulent bien faire, qui croient bien faire, mais qui dérapent sur de la violence. Ce qui tranche avec des gens qui sont plutôt dans la violence, dans la maltraitance, qui n'a aucun objectif éducatif, même je dirais, ils ne se trompent pas, quoi. Leur objectif, ce n'est pas d'éduquer, ils sont dans un autre délire, si j'ose dire. Et donc là, ça peut être bien évidemment physique, mais aussi verbal ou psychologique. Et je pense que tous ces types-là sont rencontrés dans nos quotidiens, d'où le fait ordinaire, c'est que c'est quotidien, c'est fréquent, c'est limite banal. Et donc je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'a été pensé ce terme-là. Oui, c'est un peu comme si, par exemple, quand on dit à son enfant enfin, tu comprends rien, t'es débile, voilà, et on se rend pas compte, en fait, que c'est ultra violent pour l'enfant. C'est violent psychologiquement. Certains parents disent, mais non, je lui dis ça pour le motiver, ou je lui dis ça... Voilà, comme tu dis, l'intention n'est pas de faire du mal, mais l'intention, c'est d'éduquer, mais sauf qu'ils se rendent pas compte, c'est que là, on abîme l'estime de soi de l'enfant, par exemple. On va peut-être aussi abîmer la relation qu'il peut avoir avec son parent, ou alors générer énormément de stress. Moi, je sais que par exemple, les devoirs, c'est quelque chose qui génère énormément de conflits entre les parents et les enfants, ou le bulletin. Moi, le bulletin, je rigole avec le bulletin. Je dis, mon Dieu, mais quelle horreur. Alors, vous êtes convoqué la réunion des parents avec les professeurs qui se font un plaisir sadique de vous dire mais votre enfant rigole beaucoup, madame, ou mais votre enfant... voilà. Et puis, moi, je suis contente quand on me dit que mon enfant est souriant et qu'il est de bonne humeur et qu'il rigole tout le temps. Mais vous voyez, il y a ce truc où finalement on va aller dénigrer l'enfant, on va le rabaisser, ou alors par exemple il y a des parents qui me disent il n'a pas été sage, alors je l'ai privé de repas. C'est aussi violent, un enfant qui va sentir la faim, qui va aller dormir sans manger. Enfin, ce sont là, on n'est pas dans la discipline positive, on est vraiment dans des châtiments qu'on va donner. On est dans la violence éducative ordinaire. Voilà, on est vraiment là-dedans. Mais je donne des exemples pour que nos éditeurs comprennent, parce que forcément, quand on est dans le milieu académique, ou quand on lit beaucoup sur le sujet, comme on est tous des psys ici sur le plateau, donc forcément, c'est un peu notre dada à tous les trois. Mais tout le monde ne comprend pas que ça existe vraiment des violences éducatives et qu'on peut faire du mal à son enfant sans même s'en rendre compte, en fait. C'est ça, exactement. En fait. Ouais. Ce qui est pire, c'est qu'on fait du mal à son enfant et à soi-même, parce que la plupart des parents, après, sont pas bien, culpabilisent. C'est vrai. Et puis, indirectement, si leur enfant n'est pas bien, ils finiront par ne pas être bien. Et donc, c'est comme tout type de violence, ils brûlent tout autour, donc il n'y a pas vraiment de gagnant. Oui, c'est vrai que moi j'ai déjà eu des parents qui m'ont dit je lui ai mis une grosse fessée, une fessée, et il m'a dit après j'ai pleuré pendant 3 jours, quoi. Donc parce que je me culpabilise d'avoir mis la fessée, parce que voilà, et c'est vrai que c'est triste. Et puis l'enfant qui vient dit c'est pas grave maman, c'est pas grave papa, t'inquiète pas, ne pleure pas. Donc c'est des trucs qui arrivent. On inverse les rôles, effectivement. Ouais, voilà. Donc voilà, chers auditeurs, si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours nous poser des questions, je rappelle, au 0488 106 800, mais on va continuer pour que vous puissiez comprendre un peu plus ce dont on parle aujourd'hui. Alors, Monsieur Kébir, est-ce que la discipline, c'est un concept qui est accessible à tous les parents ? Oui, en fait, par définition, toute notion, tout concept est accessible à tout le monde. En fait, la pierre angulaire de la relation, c'est de pouvoir vulgariser l'accessibilité au savoir et à la connaissance. Donc, en fait, l'idée, c'est d'expliquer aux parents que on peut fixer des règles, et il faut fixer des règles. Et à la base, c'était Jean-Jacques Rousseau qui venait avec ce principe du cadre pédagogique, où en fait, on doit fixer des règles et donner un cadre assez large que pour l'enfant puisse évoluer dans cet espace. Mais il ne faut surtout pas, en cours de route, bouger les règles. Et c'est l'erreur que beaucoup de parents font, c'est qu'on va donner une consigne
on va donner une limite, et puis cette limite, on va la faire bouger. Sauf que nous, avec notre représentation, avec le développement cortex que nous possédons, on sait très bien pourquoi on bouge une limite, et on sait que cette limite qui est bougée, on pourra la récupérer. L'enfant ne le comprend pas de cette manière. Ça veut dire que dire à un enfant, par exemple, tu ne manges pas de bonbons, et puis quelques instants après dire, bon allez, tu peux en prendre un. Nous, on a l'impression qu'on fait du bien, qu'on est positif avec lui, mais par contre, il y a une forme d'antagonisme, il y a une forme de contrariété qui est posée chez l'enfant, et donc là, ça coince un petit peu. Donc pour pallier à ces manquements, idéalement, c'est de rendre accessible la connaissance, et effectivement, de pouvoir pratiquer sans bouger trop de cadre. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer toujours ce cadre qui soit à la fois sécurisant et qui permette d'éduquer à la bienveillance. Donc je vais expliquer, bon, pour cette fois, par exemple, je vais te donner un bonbon, mais parce qu'il y a tel contexte qui fait que je te donne un bonbon. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Exactement. Et la plus grande difficulté, et ça, c'est d'une part, c'est la beauté de la vie, mais c'est une des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'en fait, parfois, on doit faire vibrer son propre diapason avec d'autres adultes qui sont aussi responsables de l'éducation de l'enfant. Tantôt, c'est un autre parent, tantôt, c'est les clubs de sport, tantôt, c'est les grands-parents, tantôt, c'est l'école. On parlait de l'école à l'instant, et du coup, je me suis un peu crispé parce que la question des devoirs, je reviens dessus, parce que moi, je suis frustrée avec l'école. La question des devoirs, en fait, elle est politiquement, décrétalement bloquée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dépasser un timing de devoirs à la maison pour les enfants. Et du coup, c'est une quinzaine de minutes en primaire et une petite demi-heure en secondaire. C'est décrétal, ça apparaît dans le décret mission. Et donc, du coup, ça pourrait neutraliser pas mal de violences ordinaires qui arrivent à la maison parce qu'un enfant ne sait pas réaliser un devoir. Et du coup, le parent... Effectivement, tu le soulignais à l'instant, on va déraper sur des « mais enfin, t'es bête, qu'est-ce que tu comprends pas ?» Et c'est une violence symbolique parce que si l'enfant ne comprend pas, il ne le fait pas exprès. C'est simplement que les schèmes conceptuels ne sont pas établis. Donc, mais quand tu dis décret mission, c'est mis en place, il faut être réaliste. Moi, j'ai des enfants qui sont dans le secondaire, il y a 3 heures de devoirs par jour. Exact. Et chaque prof donne une leçon pour le lendemain. Exactement. Et tu te retrouves avec 5 leçons et 3 devoirs. Oui. Et les enfants sont épuisés. Et pour moi, c'est aussi de la violence éducative. Et donc moi, pour participer, bon, je ne dis pas, chers auditeurs, que vous devez faire ça, mais ça m'arrive, j'espère que les profs m'écouteront, de faire les devoirs de mes enfants pour justement qu'il n'y ait pas de violence éducative ordinaire. Donc, je conseille de... Moi, je vérifie qu'ils ont compris la première page. Et puis si je vois que la première page est comprise, je fais le reste. Enfin, mon petit... Bon, allez, je rigole, ne faites pas ça, mais allez, sincèrement, franchement, je trouve que parfois c'est ultra violent, tout ce qu'on impose à nos enfants au quotidien. C'est comme, par exemple, allez, vous avez des enfants qui vont tous les jours à l'école, qui se tapent en plus tous les jours du week-end l'école arabe. Ouais, voilà, alors les profs d'école arabe vont pas être contents, mais du coup, toute la semaine, imaginez-vous, chers auditeurs, vous travaillez tous les jours de la semaine. Il n'y a pas un jour de pause. C'est catastrophique. Moi, vous savez que des fois, je m'amuse à compter avec les parents le nombre d'heures. Je dis alors, il y a un 38 heures semaine pour l'école. Ensuite, je dis, il y a 8 heures semaine pour le sport. Ensuite, il y a 8 heures semaine pour l'école arabe. Et puis, quand je fais le compte de tout ça, je dis, on arrive à 55 heures semaine. Je dis, normalement, le maximum, allez, ça doit être 40 heures semaine. Je dis, les gars, vous exagérez, quoi. Exactement. Et les enfants sont... Après, ils me disent, oui, mais ils n'arrêtent pas de bouger, je sais pas ce qu'ils ont. Ils restent pas assis en classe. Je dis, mais punaise, si moi je travaillais 60 heures semaine, j'aurais pas envie de rester assis non plus sur mon tabouret. Donc, pour moi, ça aussi, en effet, ça rejoint un peu ce que tu disais, ça rejoint l'idée des violences éducatives ordinaires, finalement. Exactement, tu vois, oui. parce que, comme tu dis, il y a d'autres intervenants. Il y a l'école, il y a les profs de sport qui peuvent être parfois très rigides et très violents. Ouais, tu comprends rien, ouais, exactement. Dépêche-toi, ouais, ceci. Voilà, donc moi, je me souviens une fois à l'école arabe de mes enfants, il y avait un prof qui avait pris un bic, qui avait tapé sur le voisin de ma fille, et sur sa tête, et j'avais fait « Ouais, t'as mal écrit le truc !» Et j'ai dit à ma fille, je vais aller lui taper sur le bic. Ah ben, je vais prendre un bic, je vais lui taper sur la tête, je vais lui dire devant tout le monde, et on va voir ce que ça va lui faire. On se met pas toujours à la place des enfants. Exactement. Est-ce que c'est vrai, ça? On se met pas à la place des enfants. En fait, c'est une des difficultés de l'éducation moderne, c'est qu'en fait, on analyse la situation avec un regard de parent ou d'éducateur ou de tuteur, et en fait, on applique nos propres perceptions, nos propres filtres sur la relation que l'enfant se fait avec le monde. Et donc, un enfant qui peine, par exemple, à faire ses devoirs ou qui peine à réaliser un exercice, on va appliquer nos propres filtres pour peu que nous ne soyons pas au fait des sciences de l'éducation. On va se dire, s'il ne sait pas le faire, c'est qu'il y a un problème. En réalité, le problème n'est pas le problème de l'adulte, mais c'est le problème de l'enfant. Et donc, idéalement, il faudrait se mettre à la hauteur de l'enfant, symboliquement, mais aussi physiquement, et comprendre où se trouve la difficulté. Et en fait, à partir de là, il faut décortiquer l'action qui est réalisée par l'enfant et essayer de neutraliser les difficultés rencontrées. Ouais, et ce qui n'est pas toujours évident, parce que bon, voilà, on disait que la discipline est accessible à tout le monde, mais il faut aussi avoir la capacité de pouvoir
se mettre au niveau de l'enfant. Exactement. Et de pouvoir l'entendre, l'écouter et comprendre que, voilà, comme tu dis, on ne doit pas peut-être nous projeter des choses sur l'enfant. Exact. Et que l'enfant, s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a une raison. Hein, donc, c'est vrai qu'on ne se pose pas toujours la bonne question par rapport à ça. Alors, Dr Khalil, comment on pourrait favoriser le bien-être psychologique de l'enfant, justement au travers des pratiques éducatives ? Combien de temps j'ai pour répondre à cette question? Actuellement, on a 1 minute avant la pause, alors soit on répond après la pause, mais en tout cas, vous pouvez déjà commencer. Voilà, mais donc je le dis en rigolant parce que c'est en effet une question globale qui nécessite une réponse globale. Et d'où un peu le projet Globule dont on parlait tout à l'heure, qui est finalement né d'une expérience, d'un besoin sur le terrain d'une quinzaine d'années, où je me suis rendu compte que pour justement favoriser le bien-être et le développement personnel d'un enfant, et donc des jeunes en général, il faut une série d'ingrédients. L'éducation, pour moi, fait partie de tout ce qui est finalement communication. Il y a beaucoup de communication dans l'éducation. En tout cas, il devrait y avoir beaucoup de communication dans l'éducation, comme M. Reza vient de le dire. Et donc, c'est pour ça que dans les modules de formation, il y a vraiment beaucoup de temps qui est consacré à la communication, à la gestion des émotions et au travail de l'estime de soi. Parce que l'éducation, selon moi, devrait vraiment avoir cet objectif-là en priorité. Et je pense que c'est un des piliers de l'approche positive, c'est de favoriser le développement de l'enfant, de le rendre autonome, de le rendre responsable et qu'il se dise finalement au fond de lui, je suis capable, je suis utile et je suis responsable de mes actes et de ma vie, je suis un acteur actif. Donc ça, c'est vraiment finalement les fondements de développement personnel, d'où le fait que je me retrouve finalement là-dedans. Un domaine, je trouve, qui a été fort pris par tout ce qui est coaching, mais dans lequel on devrait trouver beaucoup plus de professionnels, de psy comme nous, je suis assez d'accord. Sans forcément chasser les autres, mais c'est vraiment dire, OK, c'est un pan un peu plus de prévention. Et de nouveau, pour moi, l'éducation, c'est prévenir. Hein. On ne va pas, je dirais, attendre qu'il y ait le mal pour commencer à dire éduquer. Donc, on va éduquer un bébé dès sa naissance. Hein. Donc, je rigole parfois avec des parents, parce qu'on nous consulte aussi, je le rappelle, pour les bébés, qui souvent ont des symptômes beaucoup plus avancés. Mais c'est la même chose. Un bébé a besoin d'éducation. Maintenant, on va pas réagir avec un bébé comme on le ferait avec un ado, mais c'est à son niveau, dire, voilà, finalement, quels sont ses besoins. C'est les mêmes règles. Quels sont ses besoins? Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Il a besoin de ça. Il est propre, il a mangé. Maintenant, il a besoin de dormir, je vais mettre, je dirais, tout l'environnement nécessaire pour qu'il dort, je dirais la lumière, la température, le lit, etc. Après, il faut qu'il s'éduque à pouvoir dormir tout seul. Et là, on est déjà un peu dans l'éducation positive. Ça veut dire que finalement, on a mis quelque part une discipline très tôt la discipline, c'est que finalement, OK, tout est là, là, je vais tenir. Et je dirais un peu plus, juste pour complémenter, mais après on va partir à la pause, mais au-delà de pouvoir proposer justement un cadre sécurisant qui fait aussi discipline, il y a aussi tout ce qui est relationnel, hein, parce que, et ça on en parlera probablement bien après, sûr. Les besoins de l'enfant, c'est pas que de mettre un cadre, c'est aussi de mettre du sens dans ce cadre, et je pense que c'est ce que la discipline positive amène aussi. Donc, mais on va devoir faire une petite pause parce que mon régisseur me fait des signes, il me dit Virginie, stop. Donc on fait une petite pause et chers auditeurs, c'est un sujet hyper intéressant aujourd'hui, et donc je vous propose de rester avec nous dans quelques instants dans Santé pour tous. À tout de suite. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour avec vous dans Santé pour tous. Aujourd'hui, on parle de la discipline positive avec nos deux spécialistes, donc Monsieur Kébir et Dr Khalil. Juste avant la pause, Dr Khalil nous parlait un tout petit peu, de tout
cette importance d'éduquer l'enfant, mais très petit déjà, dès la naissance, en fait, on propose quelque chose, on propose un cadre éducatif qui va soutenir l'enfant, notamment aussi dans son développement psychique, etc. Et donc, j'avais rajouté que le relationnel était aussi important et on va en parler. Mais il y a une question qui vient beaucoup aussi, c'est, et là je me retourne vers Monsieur Kébir, c'est quand on parle de discipline positive, est-ce qu'on enlève la notion d'interdit? On se dit, on n'interdit pas en fait quand on fait de la discipline positive. Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Non, en fait ça c'est vraiment une représentation populaire de ce qu'est la discipline positive, parce que sémantiquement, on entend le mot positif, donc on se dit si c'est positif, communément ça veut dire que tout est permis. En fait pas du tout. Les interdits existent, on revient à ce principe du cadre pédagogique, au cadre disciplinaire, et donc en fait on peut très bien, dans la logique de la discipline positive, laisser l'enfant entreprendre ses propres expériences, on peut lui laisser une part d'autonomie très importante, on peut le laisser tester les choses, développer son comportement psychosocial, mais par contre en tant que tuteur, éducateur, parent, en tant qu'entraîneur de sport, on va mettre en place un cadre qui sera suffisamment large et le rigide le moins possible, de manière à ce que l'enfant puisse évoluer dedans. Mais par définition, l'interdit existe, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et nous le balisons sous forme tantôt de règles établies dès le départ, c'est-à-dire qu'on reprenait tantôt la discussion qu'on avait, l'enfant a un rituel de mise au lit, et bien quand je te mets au lit, comme on le soulignait, la température de la pièce est atteinte, tu as ton petit biberon, tu as ton doudou, tu as ta couverture, et bien maintenant on reste dans son lit. Alors on ne dit pas ouvertement et de façon ostentatoire que c'est interdit de sortir du lit, mais par contre le cadre est indiqué. Et si on fait une analogie toute simple, je n'ai pas besoin de panneaux pour me rappeler sur l'autoroute que je ne peux pas dépasser 120 km/h. C'est un interdit que j'ai assimilé et je sais que je ne dois pas le faire parce qu'il y a des raisons. Je peux mettre en danger d'autres personnes sur la route, c'est le même principe avec les enfants. À partir du moment où on leur laisse assez de liberté, ils peuvent tester les choses et ils savent très bien à un moment donné que certains éléments, certaines actions peuvent amener un dérapage. Donc l'interdit existe, il n'est pas formalisé en termes d'interdit, il est plutôt formalisé en termes de limites, mais effectivement ça existe. Et c'est vrai que moi, quand j'ai des ados, les parents se plaignent souvent, ils me disent oui, mais voilà, ils respectent pas. Bon, avec les ados, c'est plus compliqué parce que les parents veulent vraiment imposer quelque chose. L'ado, il est en train de se différencier, donc il a aussi besoin d'avoir un peu d'autonomie. Donc moi, je négocie les règles entre les parents et les ados. Donc en général, on se dit bon, cocotte, toi tu veux sortir de temps en temps avec tes amis, maintenant c'est pas un hôtel, donc il faut qu'on trouve un horaire où ça peut convenir à maman, à papa et à toi. Et donc on essaie de trouver un compromis. Par contre, si tu rentres pas à l'heure, il y a des règles, tu respectes pas les règles, ça va engendrer peut-être une sanction. Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est de se dire tu sortiras pas la semaine qui suit, par exemple. Exact. Et à ce moment-là, le jeune sait que il doit rentrer à l'heure et qu'il doit respecter les horaires, mais il est content parce qu'il a le droit de sortir, alors qu'avant il avait peut-être pas le droit de sortir. Donc, exactement. Voilà. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais avec les ados, ça doit être plus dans la négociation. Je dis que les enfants pourraient aussi, mais en fait, on peut réfléchir aux règles ensemble. Exactement. En fait, l'idée, et c'est déjà des pierres angulaires ou l'une des pratiques qu'on peut retrouver dans la boîte à outils de la discipline positive, c'est qu'effectivement, on doit à un moment donné, je fais toujours des analogies pour que ce soit beaucoup plus criant, mais quand on regarde les lois belges, eh bien en fait, elles sont votées par le peuple, en fait, malgré tout, parce qu'en fait, on a élu des gens, et ces gens ont été décidés au Parlement pour nous quelles étaient les lois qui seraient applicables. Eh bien, l'enfant, si on ne trouve pas de compromis éducatif avec lui, eh bien, on est dans cette totale opposition. Il doit respecter des règles, mais qu'il n'a jamais assimilé, qu'il n'a jamais négocié, qu'il n'a jamais voté pour quelqu'un, pour que ces personnes votent des lois pour lui. Donc en fait, idéalement, effectivement, voter pour toi. Voilà, idéalement, il faudrait trouver des compromis éducatifs où effectivement on conscientise, parce que c'est le fer de lance de la discipline positive, c'est de conscientiser, d'autonomiser, de faire prendre conscience à l'enfant de son rôle dans une communauté, dans un groupe, dans une famille. Et donc effectivement, le mettre à table et lui dire voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire, quels sont tes besoins, ok, très bien, quelles limites tu peux respecter. Ok, très bien. Eh bien, de mon côté, je peux faire ce pas-là. Et donc, on arrive à faire 3 petits pas et puis on avance. Oui, effectivement. Et alors, moi, j'aimerais revenir vers le docteur Khalil. C'est vrai que docteur Khalil, il est aussi beaucoup dans une pratique clinique et vous voyez beaucoup d'enfants en souffrance aussi, de par votre expérience. Est-ce qu'il y a des répercussions particulières sur la vie des enfants à l'âge adulte? Par exemple, d'enfants qui n'ont pas eu d'éducation bienveillante et où il y a eu peut-être des violences éducatives ordinaires ou peut-être parfois même de la maltraitance. Mais quel impact ça peut avoir à l'âge adulte?
Alors, l'âge adulte, je devrais demander à mes collègues psychiatres adultes, mais je vois déjà que durant l'enfance, il y a un impact. Donc, ça se fait vite ressentir puisqu'ils arrivent chez nous en consultation et qu'on voit aussi à travers notamment la scolarité et les répercussions souvent dramatiques sur les apprentissages. Et donc un enfant qui est en souffrance dans les apprentissages sont en souffrance, qu'est-ce qui lui reste souvent, même s'il est investi dans un sport ou quoi, je pense à une consultation récente où le papa me disait, mais même le sport, docteur, il sabote la veille d'un match, il se fait exclure pour un rien. Je sais pas moi, celui-là, il a jeté le ballon, il a dit va chercher le ballon, il n'a pas voulu chercher le ballon. Donc c'est vraiment de l'auto-sabotage et donc c'est des enfants en effet et des jeunes en souffrance suite à des mécanismes complexes qui les amènent chez nous en consultation. Maintenant, notre rôle, je parlais tout à l'heure de coaching, notre rôle c'est aussi un peu vulgariser tout ça. Et moi, j'essaie souvent vraiment de simplifier, de ramener vers des choses simples, même quand on parle alimentation, parce que c'est aussi dans un axe vraiment important dans les formations, notamment Globule. On commence par parler alimentation, mais au lieu de dire ne mange pas au snack, on va lui dire si tu veux être en bonne forme, si tu veux avoir de l'énergie, à ton avis, qu'est-ce que tu dois manger? Et on explique un peu comment fonctionne le corps, comment fonctionne la physiologie. Et là, quelque part, on responsabilise le jeune à dire, à sentir son corps et dire, OK, finalement, quand je bois le Red Bull, en effet, je suis comme ça, et puis une heure après, je suis comme ça. Ouais. Et donc, il fait le lien avec ce qu'il a appris, il apprend ce que c'est une hypoglycémie réactionnelle, etc. Et c'est un peu de l'éducation positive, c'est un peu ça. On l'accompagne. Hein. L'éducation, c'est quoi l'objectif? C'est de se dire, qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux qu'il devienne? Et qui je suis aussi, de comprendre qui on est aussi finalement. Et donc, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je vais être. Tout à l'heure, tu parlais de les émotions. Bien sûr que j'en parlerai ici des heures et que c'est vraiment, moi, l'axe de travail au quotidien, en clinique et même en prévention, c'est vraiment rappeler l'importance de la place des émotions dans nos vies. C'est notre moteur au quotidien, c'est ce qui nous fait, je dirais, aller vers telle ou telle action, c'est nos besoins, nos émotions. Et ici, on parle du terme éducation ou discipline positive, mais voilà, après, c'est des personnes qui ont théorisé ça, qui l'ont appelé comme ça, mais quand on voit les origines, qu'on remonte un peu plus loin, souvent, c'est psychiatres, psychologues, pédagogues, et après, ça converge vers les mêmes objectifs qui sont comment se sentir bien, comment aller bien, comment ça fonctionne le mieux possible. Ça rejoint aussi un peu l'approche de la psychologie positive, de dire, OK, finalement, chez ceux chez qui ça a bien fonctionné, comment ils se sont pris à ça et la plupart de ces théoriciens, ils admettent qu'ils n'ont rien inventé en soi, c'est juste... Oui, on a mis un nom là-dessus. Comme Marshall, il le dit pour la communication non violente, j'ai rien inventé. J'ai rassemblé des préceptes, je l'ai appliqué beaucoup, j'ai formé des gens, j'ai des outils, mais rien à inventer. Bon, lui, il parle de Gandhi, mais Gandhi parlera de quelqu'un d'autre avant, ou on trouvera peut-être des hiéroglyphes quelque part en Égypte où il parlait de l'éducation positive, mais ça converge vers les mêmes choses. Si on veut se sentir bien, comment on va s'y prendre? Et là, je pense que la nature est bien faite, qu'on s'écoute, qu'on réfléchit. Je rencontre parfois beaucoup de parents qui n'ont pas peut-être fait d'études, qui n'ont lu aucun livre, mais qui ont vraiment des choses très naturelles comme ça. Moi, je prends mon enfant dans mes bras, je lui donne beaucoup d'amour. Il n'a lu ça dans aucun livre, mais c'est quelque chose comme ça de naturel. Après, il y a, quand on est en difficulté, des choses à aller chercher dans des formations, dans des livres. Et ça, c'est un peu le rôle d'une émission comme celle-là, de réveiller un peu les gens, de formations comme Globule ou de recherche de thèse ou quoi. Et moi, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi apprendre à communiquer, mais sans être dans l'injonction. C'est-à-dire,
ne pas, de pas être toujours en parlant avec en impératif, en pointant du doigt. Donc c'est vraiment dire, tiens, au final, qu'est-ce que tu comprends toi ? C'est-à-dire de partir vraiment de l'enfant, du jeune, et de voir un peu quelle est sa réalité à lui. Ça rejoint un peu ce que Reda disait tout à l'heure. C'est de se dire, oui, mais ils n'ont pas voté pour nous. En Exactement. gros, eux, on doit partir d'eux parce que ça les concerne eux. Exact. Et donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça représente l'alimentation pour eux, tout comme qu'est-ce qui est important, quels sont leurs centres d'intérêt. Les jeunes, quand tu écoutes leurs centres d'intérêt, c'est certainement pas leurs études, quoi. Tu vois, ils se questionnent sur leur identité, ils se questionnent sur Dieu, ils se questionnent sur le monde, sur... voilà, on sort de 2 années de Covid, maintenant il y a Poutine qui se ramène, enfin nos jeunes, ils sont complètement déboussolés, donc ils ont besoin de comprendre. Moi, j'ai des jeunes qui arrivent et qui me disent on va tous mourir, quoi. Le climat, nos enfants, on va mourir. Enfin, il y a des enfants qui sont vraiment très déprimés. Et alors, on disait par rapport à l'âge adulte, c'est vrai que moi, j'ai aussi des adultes qui viennent en consultation. Moi, c'est vrai que j'ai ce truc qui est assez sympa, c'est que j'ai la clinique infantile un peu comme Taoufik et j'ai aussi la clinique adulte puisque je fais les deux en tant que psychologue. Et du coup, c'est vrai que parfois, quand on fait juste une anamnèse de savoir quel a été le parcours de la personne, quand on voit qu'elle a des angoisses, qu'elle a des tocs, qu'elle n'arrive pas peut-être à travailler, qu'elle a des problèmes de couple, des problèmes relationnels. Et quand on creuse un petit peu, on voit que la personne a vraiment souffert durant son enfance, qu'il y a eu vraiment des choses qui ont été faites par les parents. Mais alors, ils vous disent, les gens, mais oui, mais mes parents, ils étaient ignorants. Ils savaient pas tout ce qu'on a maintenant. Voilà, nous, on fait plus ça avec nos enfants, mais nous, ça se faisait à l'époque. Et du coup, ça a un impact aussi sur la vie, la vie adulte, en tout cas, des personnes. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord, quand on voit les jeunes qui ont les parents, je leur dis, mais quand vous les frappez, ils ont des retards d'apprentissage, ils peuvent avoir des troubles du comportement, ils peuvent avoir des problèmes de relations avec les pères, etc. Ça impacte vraiment très, très fort. Et c'est pour ça que c'est important qu'on fasse ce genre d'émission. Mais du coup, Monsieur Kébir, tout à l'heure, vous avez parlé quand même qu'il y a différentes institutions et différents adultes qui sont confrontés à l'enfant. Et comment on peut, par exemple, appliquer la discipline positive dans une classe où il y a 30 gosses ? En fait, idéalement, ce serait de faire de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire chaque enfant étant une entité unique, l'enseignant a normalement dans ses missions les devoirs de réagir différemment en fonction des besoins de chaque enfant. Ça, c'est la théorisation. Maintenant, dans la pratique, il existe des outils comme par exemple les rituels pédagogiques individualisés, ou par exemple le matin, quand on retrouve des enfants, avec certains, on va faire un check, et puis avec d'autres, on va faire un petit câlin, ou avec d'autres, on va faire une petite danse. Et donc déjà, il y a ce rituel qui rassure l'enfant. Puis, deuxièmement, il y a la roue des émotions qu'on retrouve dans beaucoup de pratiques en classe. Il y a par exemple les outils CNV. Donc la CNV, c'est la fameuse communication non violente de Rosenberg, où on va amener l'enfant à définir ce dont il a besoin au regard de ce qu'il aura observé au préalable. Et donc, en fait, il y a une série d'outils de cette sorte que l'on va retrouver et qui vont permettre effectivement de neutraliser ces formes de violence et justement d'amener cette éducation positive en classe. Et aussi peut-être à l'enfant d'exprimer ce qu'il a ressenti. Oui. Maintenant, est-ce que les profs sont assez formés et ont le temps aussi de prendre ce temps avec les 30 enfants en classe sur chacun doit exprimer ses émotions et comment ça se passe, etc. Alors, moi, j'ai l'impression que les profs, ils se disent mais c'est du irréalisable. C'est une limite sociétale, malheureusement, et ça questionne le rôle essentiel de l'école, en fait. Les puristes diront que l'école est un vecteur de logique didactique, c'est-à-dire de pure matière, de pur savoir. Et puis, certains pédagogues, certains psys vont se positionner en disant qu'à l'école, on développe aussi des comportements sociaux, des savoir-être, et que du coup, il faut pouvoir miser dessus. On en parlait il y a quelques instants, les bulletins, par exemple. Eh bien, quand on analyse les bulletins, prenons le temps, quand on regarde dans les bulletins, la partie qui est réservée au comportement, en général, c'est une petite case. Et puis, par contre, il y a 3 pages pour les mathématiques, et puis 2 pages pour le français, etc. Ça donne déjà la tendance de l'établissement scolaire, parce qu'en fait, du coup, le comportement est relayé en seconde zone, et puis on va se concentrer sur les savoirs, les savoir-faire. Donc, il y a vraiment tout un paradigme à changer. Et ce paradigme, en fait, il a un nom. En sciences de l'éducation, on appelle ça le paradigme transmissif, où effectivement, on a l'impression que l'adulte sait tout, et puis l'enfant ne sait pas grand-chose, et donc on va vibrer de la même manière que l'adulte. Or, il faut vibrer de la même manière que l'enfant. Ouais, et en plus, il y a des enfants qui savent plus que les adultes, je précise. Quand même. Donc, voilà. Ils nous apprennent plein de choses. Moi, mes gosses, ils m'apprennent plein de choses. Donc voilà, je grandis avec eux. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée de dire que
on grandit aussi avec nos enfants. Moi, je suis pas la même femme que j'étais quand j'avais pas d'enfants. Moi, ils m'apprennent plein de choses tous les jours. Ils m'apprennent même l'humilité. Moi, mon ado, la dernière fois, elle me dit « Maman, arrête de frimer quand tu parles ». Moi, ça me fait trop rire quand elle me dit ça. Je me dis « Mais c'est vrai, t'as raison. Des fois, je fais trop la maline et tout ». Et du coup, ça me renvoie à la manière dont je dois parler, dont je m'exprime et qu'est-ce qui fait qu'elle a pensé ça. Et donc, on en discute et tout. Et donc, c'est important. On grandit avec eux et on mûrit aussi. En fait, symboliquement, et Jamal rappelé, et il faut juste tourner les mots, en fait. Il faut partir du postulat où, en fait, ce sont les enfants qui vont donner naissance à des parents, et du coup, on se rend compte que le monde est vu et vécu différemment. On a toujours, et je reviens avec cette idée, le sentiment où c'est papa, maman qui ont donné naissance aux enfants, mais non, en fait, ce sont des enfants qui ont donné naissance à des parents. Exactement. Et là, si on le prend dans ce sens-là, l'équation est beaucoup plus limpide. Oui, tout à fait. Alors, on doit repartir vers notre deuxième pause, mais ne vous inquiétez pas, je les garde avec moi. On est encore là pour 20 bonnes minutes. Et donc, restez avec nous dans Santé pour tous. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. On parle de la discipline positive et des violences éducatives ordinaires avec nos spécialistes. Donc, justement, je reviens vers notre pédopsychiatre, le docteur Khalil. Comment peut-on agir de manière positive avec un enfant qui présente une souffrance psychique ? Et donc, ce qui serait peut-être intéressant à rappeler, c'est qu'un enfant qui présente une souffrance psychique, il va souvent la montrer d'une manière agressive. Et donc, je pourrais alors explicitement dire comment réagir face à un enfant qui est agressif ou qui est difficile ou qui a trouble du comportement, parce que voilà, souffrance, ça va être souvent ça va se présenter par un symptôme. Pourquoi je le rappelle? Parce que c'est des symptômes souvent qui ne facilitent pas qu'on agisse de manière positive. Parce que les parents ils disent oui, mais bon, il est insupportable et je ne sais pas rester positif. Et encore ce matin, c'est encore frais dans ma tête, donc une consultation avec une maman qui demandait comment réagir face à son fils, donc qui se montrait irrespectueux, qui insultait. Et donc, c'est ça, un enfant en souffrance, il va insulter. Pour un peu se dire, là, on n'a pas envie de lui donner un câlin. Et donc, en effet, elle était dans le rejet. Et donc, je dis tout ça pour justement conscientiser ça. Donc, ça commence par ça, par se rendre compte que la présentation, elle est difficile. Quand on est zen, on est tranquille, on se réveille bien, on a passé une bonne nuit, là on est tranquille, on voit son enfant, on veut lui parler bien, il a apporté un bon bulletin, donc tranquille. Mais là, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est il m'énerve, il répond, il n'écoute pas. Et c'est de se dire, tiens, il est peut-être en souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parlais tout à l'heure de mettre en son. C'est ça la première chose qu'on essaie de faire comprendre aux parents. C'est que le pédopsychiatre ou le psychologue, il n'a pas de conseils à donner, dire il faut faire ça, faire ci. On n'est pas en train d'apprendre des techniques d'arts martiaux, de self-défense. Donc là, c'est dire qu'est-ce qui se passe. Donc finalement, à travers toutes nos questions, etc., même en revenant sur l'anamnèse de la petite enfance, on est en train de dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça veut dire quoi qu'il réagit comme ça? Et la consultation de ce matin, c'était pour aider cette maman de comprendre que quand il réagit comme ça, il est souvent blessé par quelque chose qui s'est dit avant. Il me dit, ah oui, c'est vrai que souvent, avant, c'est ramasse tes affaires qui traînent là, mais t'es un cochon ou quoi. Et donc, hop, il part. Parce que justement, lui, il est en souffrance, il a une mauvaise estime de lui, il ne sait pas gérer ses émotions, il est peut-être en dépression. Et la dépression chez les enfants et les ados, c'est très difficile à percevoir. Ce n'est pas comme un adulte qui dit, voilà, je suis déprimé, laisse-moi tranquille, etc. Donc ça va être plutôt de l'agressivité. Et de l'hyperactivité aussi. Et donc, positif avant tout, c'est ça, avoir ce regard compréhensif à la recherche de sens et donc s'appuyer sur des moyens de communication qui sont à la fois complexes et simples. Et donc, pour simplifier, c'est dire mais qu'est-ce qui se passe en lui? Il se sent comment là? Il a besoin de quoi? Qu'est-ce qui va l'aider finalement à avancer, à traverser? Qu'est-ce que je veux faire de lui, ce que je veux faire passer comme message. Et donc ça nécessite tout un travail sur soi. Tout à l'heure, on le disait, c'est aussi se connaître, gérer ses propres émotions. Et un travail d'empathie aussi, je dirais, du parent. Un travail d'empathie, se mettre à sa place. Parce qu'il doit comprendre que l'enfant est en souffrance et que s'il réagit comme ça, c'est qu'il ne va pas bien. Et qu'à ce moment-là, si le parent arrive à retrouver de l'empathie pour son enfant,
il pourra à nouveau être bienveillant dans sa manière de l'approcher et pas rester dans un truc de rejet, de colère, etc. Se dire finalement mon enfant souffre, il va pas bien, et donc il faut que je sois là pour lui. Et donc l'empathie, ça commence par ça, par cet exercice de qu'est-ce qui se passe, et si je me mettais à sa place et qu'on me disait ça, et alors là, ça va faciliter tout le reste, et on est déjà dans une approche positive, comme ça, on n'est pas dans tu me parles comme ça, dégage, je veux plus te voir, t'es plus mon enfant, t'es puni toute la journée. Ok, on est plus dans ce qu'on dit action-réaction, escalade, et quand on arrive chez nous, souvent, c'est je vais retirer tout ce qui est à retirer, je vais donner toutes les punitions du monde, mais ça ne va pas. Et même le système, il est comme ça. Si on entend parler des jeunes, parfois qui vont en EPPJ, c'est quand même l'équivalent de la prison des enfants. Après, il y a quoi ? Il y a rien. Et il n'y a plus de place dans les PPJ. On a des situations de juges où ils ne savent plus quoi faire avec des jeunes, mais parce qu'on n'est que dans une approche répressive, rigide. Tu sais, l'autre jour, je parlais avec un ami et il me dit « Ouais, mon fils, il est infernal. Je ne sais pas ce qu'il a, il est infernal. » Je lui dis « Tu sais, peut-être qu'il se dit la même chose de toi. » Il me dit pardon. Il dit pardon. Il me dit mais t'es pas normal comme meuf, tu vois. Donc je dis non, mais tu t'es posé la question parce que moi ce que je remarque en tout cas, c'est que quand mon enfant à moi, enfin j'ai un petit dernier, c'est mon petit Schnappy, il aime bien faire des petites bêtises et tout, c'est l'âge. Les petites bêtises, c'est les expériences de vie. Un enfant, ça fait des bêtises parce qu'il connaît pas, il sait pas, donc il fait des expériences de vie. Et mon petit Schnappy, des fois, il fait des bêtises et des fois, je me dis, waouh, pour l'instant, il est vraiment nerveux, il fait des petites crises d'opposition et tout ça. Et en fait, je remarque que c'est quand moi, je suis stressée, quand moi, j'ai beaucoup de boulot, quand moi, je suis fatiguée. En fait, mon enfant, il me sent. Il est nerveux et je sais pas, même si vous avez déjà remarqué quand vous êtes en couple, si un est de mauvaise humeur, la mauvaise humeur, elle peut se transmettre. Alors pourquoi ça peut se transmettre entre adultes et pourquoi ça pourrait pas se transmettre avec l'enfant ? Donc il peut arriver que nous-mêmes, on soit insupportable, infernal, ou qu'on ait un visage plus fermé, qu'on soit plus nerveux. Parce que moi, parfois, il y a des parents qui me disent « Ouais, mais mon fils, il m'insulte. » Je dis « Et vous l'insultez ?» Alors j'ai des mamans qui me disent « Ouais, mon fils, il arrête pas de crier sur moi. » Je dis « Et vous faites comment quand il vous crie dessus ?»« Je lui crie dessus. » Je dis « Ah oui, voilà. C'est logique. » J'ai dit donc on peut pas dire à un enfant « Arrête de crier alors que toi tu cries. » On peut pas lui dire « Arrête de frapper alors qu'on le frappe. » On peut pas lui dire « Arrête d'insulter alors qu'on l'insulte. » Ou qu'il voit ses parents s'insulter. S'il y a un mode communicatif qui est comme ça à la maison, comment l'enfant peut arrêter d'insulter s'il voit ses parents s'insulter ? Moi, j'ai des garçons qui insultent leur mère parce qu'en fait, ils voient leur père insulter leur mère. Oui, et c'est ça, c'est comment recréer, et c'est un job pas facile que vous faites, Dr Khalil, c'est comment recréer justement une conscientisation des parents par rapport à leurs propres actions à eux, parce que parfois il y a des choses qui sont inconscientes. En off, Reda nous disait que c'est un héritage, que ça vient de nos grands-parents aussi. Exactement. Et donc du coup, quand on reproduit des choses, on ne s'en rend même pas compte. Qu'on va peut-être être brusque, insulté ou avoir des pratiques éducatives qui ne sont pas adaptées. Et au final, l'enfant reproduit des choses. On se dit, mais pourquoi il fait ça, celui-là ? Mais en fait, c'est nous qui le faisons. Donc, et voilà. Et donc, c'est vraiment un questionnement, je pense, qu'il faut avoir. Et que le pédopsie, il vient parfois un peu remettre ça en avant, essayer de faire comprendre aux parents que l'enfant, il souffre. Et que s'il souffre, il faut qu'on cherche la raison de sa souffrance et puis qu'on l'accompagne dans cette souffrance. Et comment on fait pour l'accompagner dans cette souffrance ? C'est ça qui n'est pas évident. Et du coup, on se dit, alors, Monsieur Kébir, quelles sont les alternatives à la punition ? Est-ce qu'il faut punir ? Est-ce que, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques justement pour éviter les violences éducatives ordinaires ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Alors, je vais le dire tout de go, on ne doit pas punir. En fait, sémantiquement, le mot punition n'est pas le bon mot. En fait, il y a une dualité, il y a une opposition entre deux mots dans les sciences de l'éducation. C'est d'un côté les punitions et de l'autre côté les sanctions. Ce sont deux approches complètement différentes. La différence de fond, c'est qu'une punition ne porte pas sur l'action qu'a réalisée l'enfant. Une sanction cherche à réparer la bêtise, comme on disait à l'instant, ou l'erreur réalisée par l'enfant. Du coup, punir, non, on ne punit pas. Je parle d'un temps où, pour punir un enfant, on l'envoyait au coin les bras en l'air. Ouais.
Ça n'a aucun sens. Il ne répare pas du tout l'erreur qu'il a commise au préalable. Par contre, une sanction a pour finalité, auprès de l'enfant, de réparer l'erreur qu'il a commise. Donc, par exemple, si effectivement, à la maison, un enfant bouscule son petit frère ou sa petite sœur, eh bien, plutôt que de le punir au coin, ce qui est contre-productif, et ce qui va le crisper et cristalliser la relation, on va plutôt le sanctionner, c'est-à-dire lui faire prendre conscience des enjeux qui viennent de se dérouler. On peut rappeler le schéma corporel, on peut rappeler le rapport au corps, on peut rappeler le rapport à la famille, et puis lui demander, tiens, au final, comment est-ce qu'on peut réparer ce que tu viens de faire? Comment on peut réparer? Le réflexe, c'est faire un câlin, par exemple. Ou bien s'excuser. Ou bien verbaliser déjà ce qui s'est passé, et puis laisser décanter, et puis s'excuser. Le plus important, c'est d'utiliser la sanction, qui est réparatrice, et à l'inverse de la punition, qui ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment l'élément principal, avec une conscientisation de l'acte qui a été mené par l'enfant. Au niveau des pratiques que l'on peut intégrer, en fait, la clé de voûte, c'est vraiment, et on en parlait, c'est la communication. C'est le fait de pouvoir permettre à l'enfant de verbaliser ses besoins, de verbaliser ses attentes et de verbaliser ce qui ne va pas. Quand on prend un enfant jusqu'à 6 ou 7 ans, son cortex préfrontal, c'est-à-dire l'avant du cerveau, n'est pas totalement mature. Et donc, en fait, il n'a pas conscience des limites, des règles qu'on lui impose et de la raison de ces règles. Et donc, en fait, à partir de là, un enfant va réaliser une action qui, pour nous, va nous sembler complètement dépassée, à côté de la plaque. Et on va avoir parfois un propos en disant « Mais enfin, t'as pas réfléchi ». Et en fait, l'enfant, il a totalement réfléchi. Il a été au max de ses capacités, en fait. Mais c'est juste que nous, en tant qu'adultes, on ne prend pas la peine de communiquer. Et donc, du coup, effectivement, à chaque fois, et c'est une pratique très, très simple à intégrer, à chaque fois qu'on demande à un enfant de faire quelque chose ou qu'on voit un enfant faire quelque chose, c'est lui demander de verbaliser ce qui vient de se passer. Parce qu'en réalité, le prisme de lecture de l'événement n'est pas le même. Oui, parce qu'il a compris ce qu'il vient de faire. Exactement. Et donc, je vous donne un exemple tout simple pour que vous compreniez la portée de l'acte. Hier, je demande à ma fille de ramasser un objet par terre, et en fait elle voit qu'il y a plein d'objets identiques par terre, des petits Legos, et en fait elle ramasse un Lego et elle range un Lego et elle s'en va, elle continue sa petite journée, tout va bien pour elle. Et en fait effectivement à un moment donné avec mon épouse on s'est dit tiens, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas ramassé le reste? Mais en fait c'est parce que pour elle c'est logique, je lui ai simplement demandé de ramasser et donc elle a fait cette action. Et en fait c'est une analogie simple pour rappeler que l'enfant, quand il réalise quelque chose, il le réalise avec son filtre de perception et non pas les attentes d'un adulte. On revient de nouveau à cet outil qu'on doit intégrer, c'est l'empathie et se mettre à la place de l'enfant. Oui, et ça c'est quelque chose qui se travaille aussi, qu'on n'a pas toujours tous hérité finalement, parce que nos parents n'avaient pas tout. La psychologie de l'enfant, ça existe depuis quoi, 60 ans, 70 ans maximum, donc ça veut dire que nos parents, ils n'avaient pas aussi toutes ces informations-là non plus. Donc, moi, j'avais envie de revenir aussi vers le docteur Khalil. Quelles compétences l'enfant peut-il développer si, justement, on utilise la discipline positive? Qu'est-ce que l'enfant va pouvoir développer comme compétences si on communique davantage, si on se met à son niveau, si on écoute ses besoins? Ici, pour faire le lien avec tout ce qui s'est dit, si on arrive dans l'ensemble à tendre vers une communication positive pour un peu alléger aussi la pression sur tous les parents qui nous écoutent, l'idée c'est pas de se mettre la pression et d'être un ange. On est des êtres humains, on rentre du boulot fatigué, parfois c'est la énième fois qu'on a dit ramasse, on a déjà expliqué, etc. Mais l'idée globalement c'est de tendre un peu comme on explique pour l'alimentation, donc on n'est pas des extrémistes de l'alimentation, c'est de dire il faut tendre une alimentation saine, et même parfois les quelques petits dérapages ont un sens au niveau microbiote, au niveau immunité, etc. Donc même image ici avec l'éducation. On est bienveillant déjà par rapport à tout à l'heure, on n'est pas dans de la maltraitance, on est bienveillant, on veut bien faire, on essaye de bien faire, et donc si on arrive à avoir cet équilibre-là vers quelque chose de positif et que du coup on apprend aussi de ses erreurs, ça c'est des choses qu'on travaille avec les parents, donc l'enfant qui va naître de cette éducation va bien évidemment être un enfant épanoui et équilibré, va être un enfant, comme je le disais tout à l'heure, qui va se sentir aimé, qui va se sentir capable de, qui va se sentir donc responsable et donc qui va être autonome, ce qui fait qu'au fil du temps, c'est un enfant, contrairement à d'autres, qui va avoir des compétences
très très utiles de nos jours, comme le fait d'être capable de juger face à une nouvelle situation qu'on n'y a pas forcément appris, mais il va se baser sur tous les principes de valeurs qu'il a vécu au quotidien, qui sont donc très solides, comme la communication bienveillante, le respect de l'autre, l'expression, je dirais, de ses émotions, de ses besoins, la verbalisation de ce qui se passe. C'est des choses que je travaille à haut niveau, parfois, dans des supervisions, avec des équipes, avec des sociétés. C'est revenir à ça. Et parfois, ça en dépend de l'avenir de toute une structure. Et donc là, on gagne des années de travail avec des enfants qui n'arrivent pas à l'âge adulte avec des gros problèmes d'estime de soi et donc à moindre remarque, moindre fragilité, c'est le burn-out, c'est la démission, c'est le stress, c'est la dépression. Et donc, bien évidemment, on va avoir un enfant qui va s'épanouir positivement et qui va éviter pendant les moments de crise de tomber dans la décompensation anxieuse ou autre. Et ça, vraiment, je clôture là-dessus mon intervention, c'est ce qui m'a vraiment ramené vers la prévention, parce que d'autres l'ont dit avant nous, vaut mieux prévenir que guérir. Et dans l'éducation, c'est vraiment tout à fait vrai. Quand on va avoir, je dirais, une éducation qui va être positive, équilibrée, bienveillante, tous les synonymes qu'on veut, on va vraiment être dans de la prévention. Donc, on va éviter tout un tas de soucis pour soi-même, dans la relation et pour l'enfant. Donc, et j'en passe quoi. On évite des problèmes de scolarité, on évite des problèmes après de déprime, on évite des problèmes au boulot, on évite des problèmes du couple et on évite des problèmes à travers plusieurs générations. Et heureusement que maintenant c'est scientifiquement prouvé, il y a l'épigénétique, on peut réagir à notre environnement, on peut dépasser nos héritages et on peut réactiver d'autres compétences en nous, tout simplement en s'appuyant sur des principes simples qui sont donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut, comment je vais, qu'est-ce que finalement, vers où je vais aller avec mon enfant. Je veux qu'il soit capable, responsable et équilibré. Alors, comment je vais le faire? Est-ce que si je lui dis, si je lui donne 2 gifles par jour, je vais atteindre cet objectif? Non. Ouais, c'est clair que c'est aussi un enjeu, je pense, politique et sociétal et de santé publique, parce que finalement, un enfant qui grandit sainement, il sera aussi un adulte sain. Et comme tu disais aussi, c'est que finalement, on lui donne des outils, mais aussi pour rebondir, parce que la vie n'est pas toujours facile. Hein, comme on a eu le Covid, comme il y a des événements qui peuvent être traumatisants, mais si on est bienveillant et qu'on apprend à l'enfant, on lui permet d'avoir confiance en lui, ce qui va être génial, c'est qu'on va en faire un adulte fort et qui va pouvoir affronter des moments difficiles dans sa vie, des événements qui nous arrivent à tous, que ce soit la mort, la maladie ou autre, mais il va pouvoir s'appuyer sur cette structure interne solide pour pouvoir justement rebondir face à des situations complexes. Et donc en effet, on les arme à pouvoir être des adultes forts face à des difficultés. Alors on arrive tout doucement à la fin de cette émission. C'est passé très très vite. Même moi, je pourrais vous écouter pendant des heures tous les deux. J'aime vraiment tout ce que vous faites. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez nous donner juste peut-être un petit conseil pour nos auditeurs, un dernier petit conseil avant de clôturer l'émission. Reda? Ça marche. On l'a dit effectivement toute cette émission, mais c'est vraiment ne pas se mettre la pression. En fait, il n'y a pas de diplôme pour être parent, il n'y a pas de diplôme pour être tuteur. Et donc, en fait, on fait ce que l'on peut faire avec les armes que l'on a. Et donc, en fait, intégrer dans ces représentations que l'erreur est formatrice. Elle est formatrice aussi bien pour le parent que pour l'enfant. Et si c'est intégré, a priori, ça ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Moi, pour m'aligner avec ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit au quotidien, c'est que c'est très difficile pour moi de donner des conseils, mais si je dois donner un conseil, c'est de dire réfléchissez bien.
observez ce qui se passe autour de vous, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, à ce qui est vraiment important pour vous. Et ça va aider à faire tout le reste. Ouais, et c'est clair que ça vous permettra de mieux comprendre les besoins de votre enfant et son développement. Voilà, super chouette émission. Je vous remercie à tous les deux d'être venus aujourd'hui. J'espère que nous en aurons d'autres. Et donc, vous retrouverez le podcast de l'émission sur la chaîne YouTube de l'Espace Santé Famille. Et nous nous revoyons de toute façon jeudi dans 2 semaines. À très bientôt, chers auditeurs.